rares, les plus forts s'imposent. La plupart des exploitants ruraux se retrouvent dans une situation de précarité. Les tensions sociales s'accentuent, les mécontentements se multiplient. Face à cette situation, que faire? Quelles solutions faut-il préconiser? Que faire pour assurer une population qui se sent de plus en plus impuissante? 52 sur la RTB s'intéresse au sujet pour son 4e numéro. Le foncier, une bombe à retardement, c'est dans ce grand reportage que nous propose Draman Datian. S'appuie dans le zéro. C'est là que le vieux Passiré et son épouse Adma ont déposé leurs valises de retour au Bercail en 2007, suite à la crise ivoirienne. Un domaine de 5 hectares, exploité à des fins agricoles, visiblement sécurisé. Du maïs, du riz, de l'oseille et du gombo, tout ou presque y est sur la même exploitation. Pousser la barque. Ce qu'ils appellent leur champ est en réalité la propriété d'une tierce personne, une bonne volonté. Comme dîner, il y a des gens qui ont dit que ils ont couru. Single, ils ont dit qu'ils ont fait zalam. Et ils ont fait que nous coulons galbi aux gens zalam balloureux. Et qui était public neda, il dit que maman tombe bien car couru l'am getting signé, tu voulais voir galbi aux gens. Nous l'attendons bien la route. Ils ont mal pour tout le monde. Ils ont dit qu'ils ont calme. À quand ils ont daté pour te prendre douce. When they get telephone with him, and Tim with him could have pump up. He took to set up in a high to high in that. Finally, our pump pump quarter to come by your local. Location de terrain. Le couple Passiré en a aussi fait l'expérience. Une amère expérience. Ah. Liba ni ka sense ka jita kan kore ton fatar jita kore ne ba balla ton bu haron kore ton da tare jita lafin wande ma hawa tun me fugo da ne ba balla bu haron kore ma hawa re ko ko sam re tun ko sam ya ban jita ya to ware se ma hawa tun me bu haron kore balla nam do yi bi ta ka haka han jami'i yun pi taka tun da kwaje tun kuma dijin ko hodo ai dijin ko hodo me jolo ne da me jolo da tun ma am do yi jolo taka am gine ko bari yun pi ta am palu haji ben ko ba da men ko da bi tam ko da salam ya zabran digma tam waka nem kam am waka me naka pam bin sama ko kam kinu ke ko to bari silbi ni Senegal ya fa ya sanama mbe ko bari to ko pu mbe ko bari ti be woro ti be Senegal la fa ya ko ban ka pa mbe. Alidou Sawadogo était aussi en Côte d'Ivoire. Il a regagné le Burkina Faso grâce à l'opération Bayiri. Le jeune Sawadogo a pris ses quartiers dans un non loti de Bobo Dioulasso. Mais sans économie, difficile de se procurer un champ. Le jeune producteur est devenu un ouvrier agricole chez lui au Faso. Pour cette campagne, Alidou se contente juste d'un quart d'hectare, une parcelle exploitée sous prêt. Alidou est juste un usufruitier temporaire. Kena ala ko nga tiafo yoron kontintai dole ashan ka kalvane makone ne be faka kabasheni kone kana kabado pour que fana dara domine sisan ta bolo min bara sisan kena mo ko retini famna bon na ala ko ya ke ano ne ni kere ne reta ni no kuma te akai mais
ala ko wala yɔrɔ ko gɛlɛyara a gɛlɛyara yɛrɛ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an m'a lɔn yɔrɔ bɛna se ka san dɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na nin sisan wari ni wari de bɛ kuma ni wari tɛ yen yɔrɔ kuma tɛ yen ni wari tɛ yen yɔrɔ kuma tɛ se ka kɛ. Zoro, secteur 9 de la commune de Léo. Adama Dagano, le chef du village, est en conflit avec les ex-occupants de ces terres. Blaise karata wanan fi ni wule zangoton tan o shiye de pia donc etar fugote mu ko yuwon na ni amai ben kono ti wa na matata tiole na na zaho na fako mama bon bantio ba kuma se tatnota o ma ba o amiru nino ba o beojing ko tatio te tien wa jong so ma wono tombalfa ma tio te tieto ko ya nyina bana pin da nyina bat na wula no ka di gela ada chua so to kuna pasona to ayi kuna mama nyina bono baba yeli bawa yel bapwa ko to mon ni o ja bapwa ba so ma ye guru alhamdulillah da so mor bardo na miru ja bawa ko ne blaze pin o pa nyina bana. Des exploitants déguerpis de force au lendemain de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Le propriétaire terrien nous donne sa version des faits. De 10 hectares octroyés en 1997 par son défunt père, le domaine a atteint une soixantaine d'hectares quelques années plus tard. Il n'en fallait pas plus pour s'attirer le courroux du propriétaire. Les terres sont retirées en fin 2014, les occupants dégagés pour abus. Donc Blaise na lero kaitemo ad mesa ya ad ga ya karata zeba me abukebo yuwa de karata ge sare ma wumat lekowa sare bi yuwa wafa donc jini di jini da bare na nyina ba pin ko mer yene naw o da ne nawta kumu yu yire na ba de yan ba mati bal wafa sino ko to wumba yele yuwa dana ka bonda ko wonto ko no fasaga ablana awana donc ba lere ba machine be traiter ba me ba dama be fi ma ko to ba mi yo donc am ya tiatu yu na so Blaise na pia tiata mangato no tui o boyini yira na to no do wa hwe na ga po mais en tant que Blaise ni tletimo luma bokat kata amno ado da yo hakana ne tantan de liere var yebeten tanta ba do ba man nda bala tet na yipone ponete liene tibe lori ba bare bon comme quoi gora minda ka cho tanta yere quoi bon konto mo wade ba ya ba yi ne ba lori bale o ti so du lori bal mais o ma pe ni wadi a bon ha veli a nyono veli fo bal fois bada ale bana nati wo ba mama ba kare da hale ku drum to ko mewel yete kare donc ama ba luma to voilà ndi yiri dun ko de voilà de leur o de so de pioni wadi mako mama nanto. Autre lieu, autre constat. La spéculation foncière. Ici en image, une borne de fortune, un piquet et un grillage de sécurisation. Une triple attribution du même domaine. Les acquéreurs sont le plus souvent des citadins, loin du milieu rural. L'accaparement des terres, une préoccupation majeure pour le conseil municipal de Sapuy. Dans la commune de Sapuy, il ne se passe pas de jour où nous n'avons pas des terrains qui sont vendus et n'importe comment d'ailleurs, et puis jusqu'à ce que les gens n'ont même plus pour eux-mêmes des achats à leur disposition pour cultiver. Et tant et si bien que toute l'équipe municipale peut témoigner, chaque fois qu'on veut terminer les conseils municipaux dans le zéro, c'est le sujet que nous débattons. C'est dire aux conseillers de voir avec les CVD, de discuter avec les populations
afin de faire en sorte que les gens arrêtent de vendre les terres, les gens arrêtent de brader même les terres, j'allais dire, parce que tôt ou tard, cela va amener un problème très, 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 très grave. La situation est déjà critique dans le Ziro, tout comme dans la Sicile et dans les autres provinces du pays. Des centaines d'hectares devenus propriétés privées, propices à l'agriculture, mais condamnés à la jachère. Il y a fort à craindre pour l'avenir du secteur agricole. La plupart sont surtout des spéculateurs, ça il faut le dire. Ils achètent des terres à des centimes, je sais pas des grandes sommes vraiment, j'allais dire, à la hauteur vraiment de la valeur de ces terres. Et après, on fait de la spéculation. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Sinon, si c'était vraiment des vrais investisseurs, on ne souhaite que cela, puisque ça va permettre réellement de booster la production agricole, ça va permettre de créer de l'emploi pour cette jeunesse rurale. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est uniquement que des spéculateurs. Le capital foncier burkinabé est aujourd'hui sous pression. Chacun veut un terrain en milieu rural ou en périphérie des centres urbains. La deuxième au bout du fer là. Et ça côtoie donc ce mur. En quittant Bobo, à partir donc de la droite, ça c'est la zone de Bobo 2010, et la gauche c'est le côté cimetière. Mais après le cimetière, jusqu'à Banankirinara, qui est le premier village sur la route du Bama, entre Bobo Bama et Banankirinara, le premier village, tout est occupé. Aujourd'hui, ces mêmes propriétaires terriens ont compris qu'ils pouvaient vendre ces terres-là, soit à des migrants ou à des promoteurs immobiliers. Et c'est ce qui a encore aggravé le problème en ce sens que aujourd'hui, on sent quand même une ruée vers ces terres-là parce que chacun veut quand même s'accaparer un lopin, soit pour faire donc de l'agro-business ou alors la promotion immobilière. De l'argent frais et des promesses alléchantes. Certains propriétaires terriens peinent à résister à la tentation. Bon, il y a des subios qu'on a l'air que je à Kodjigayo. Donc, Badantua, Badouo, ne sabana de Tiaka, Sababa Fakardi, Badouo, ne sabana, Swafa Dakatessin. Donc, on a le programme Tomago, à Badjon, to one to far, à Badouo, Bawana, d'un Queen, you'll be you. Donc, Matiaka, you'll go to Kumase, Kimatoma. But on a lot of Jumbalco for Bornicoti, or about Chibalcona. Donc, on a Chacobalcona, non to go à Locoji. Ok, ten you know, Julie, may tend to be a in the 10 bean Lena to blue to 10 to Glecay, your Mamako à Locoji. And then ten blessed Valen Dana, ok, problem, okay, you are down. Voilà. Les gens prétendent faire un bornage. Ils ont un bornage, c'est vrai. Ils ont un dossier de bornage. Mais le dossier de bornage en lui-même n'est rien. Il ne donne pas droit à être propriétaire du domaine qu'on a borné. Si vous venez vous borner 70 hectares, parce qu'on vous dit que vous avez payé pour 70 hectares à coût de 2 ou 3 motos, et vous pensez que ça vaut 70 hectares, nous avons refusé de signer. Et nous sommes convaincus qu'avec la sensibilisation que nous faisons, tôt ou tard, ce que le conseil municipal fera de prendre comme une décision, c'est de retirer purement et simplement certaines terres. Puisqu'on ne peut pas venir borner 50 hectares, on vient enlever de temps en temps du bois là-bas pour amener à Ouagadougou et on ne fait rien dessus. Et les propriétaires même de ces terres-là ne peuvent plus cultiver. Hein? C'est vrai qu'ils ont été inconscients, mais c'est indécent aussi de la part de celui-même qui le fait. Et c'est injuste. Des propriétaires terriens payent déjà le prix de leurs actes. Faute de terres cultivables, des jeunes ont été contraints à l'exil. Ouais, à Mantijob, bon, au don la Ghana, au don la Abidjan, bon, do le Saint-Ouen, on a tout balai le sauva, mais Abidjan tio piovri, au don la Ghana, faut gros poté ne berbertois. Voilà, maintenant, d'où l'offre de bruit, au Moukanouni.
Dans certains villages, il n'y a plus de terres cultivables. Ils ont presque tout vendu sans tenir compte de la postérité. La génération de jeunes producteurs sans terre est obligée de se reconvertir. À défaut, ils travaillent désormais pour les nouveaux acquéreurs. Journée 1000 francs. Kali mam ya mam ya harama ne me handa tumne kata tumne mera tanda le bob nugu wato agwam a mpata tume santen dikum tum korno puwa am handa ne ba ye kweti na ta ban tume juwa hanci ti mam ko publicity. Marietou a acquis cette propriété il y a de cela une trentaine d'années. Un domaine de 9 hectares mis en valeur par cette femme pour qui l'activité agricole nourrit son homme. Obsami ko na fa obna ner katun de zin dialanka utiliser. Il faut tatenga ona mana la boy. Fusanta lafi. Fusan yi zin la fotom tengandi. Sara tara wakatu. Hanlo sa fandi ko da fakana konere. Asibun ko ton ziga sahawati zin lig dakatu usoi. Voilà, ya nebam taria balam zinsi to kotondo. Aya runo apkana nkosi. Abnandi quand même nafamenga. Le foncier est de plus en plus inaccessible. Sa mauvaise gestion est d'ailleurs source de conflits et de fractures sociales. Pour un projet de construction d'un établissement scolaire à la périphérie de Ouagadougou, Konipa Sidibé a vite déchanté. En 2010, avec un cousin, nous avons acheté 1 hectare et demi sur la route sur l'axe Ouaga-Komsilga. C'était précisément à Sonri. On a acheté 1 hectare et demi. On voulait en faire un établissement. Bon, on a acheté avec les propriétaires terriens. On a même vu le procès verbal de Palabre. Et 10 ans après, on se rend compte que les propriétaires terriens, les mêmes, ont voulu revendre le terrain. Ils l'ont vendu même à une autre personne qui les a morcelés pour les vendre à d'autres personnes. Et avant que je puisse comprendre, et quand on m'a appelé pour me parler de la situation, j'ai essayé de me renseigner. Et je me suis rendu compte que c'est les enfants du monsieur qui nous a vendu ce terrain-là qui étaient à l'origine de ça. Donc je suis même allé prendre un huissier. J'ai venu constater, par l'intermédiaire d'un avocat qui est venu constater. Et on avait même convoqué le propriétaire terrien. Au départ, il avait accepté, mais par la suite, il m'a convoqué sur le terrain en me disant que lui, il est d'accord, mais parce qu'il avait des fétiches sous un arbre, il voulait venir les ramasser. Quand je suis allé, il est venu avec ses enfants, avec d'autres personnes. Il m'a dit en fait que lui, il a accepté parce que tout simplement, il voulait se débarrasser de nous. Qu'il n'est pas question de reprendre le terrain et que lui, c'est son terrain, lui s'en fout. Voilà. Donc effectivement, et ce jour, il a même envoyé son enfant d'aller acheter un poulet que lui va égorger sur son fétiche et que moi j'allais mourir. En un rien de temps, je me suis vu encerclé par près de 20 personnes. Et heureusement que j'étais allé avec un ami qui m'avait accompagné. On est allé. Bon, on a vu que comme ça devenait très dangereux, on a repris la route, on est parti. Et je suis allé à la gendarmerie de Komsilga. Il a été convoqué avec ses enfants. Les enfants ont reconnu que c'est eux qui ont vendu, mais nous on a mis du temps pour mettre en valeur, donc eux ils reprennent leur terrain. Pour l'heure, son projet est tombé à l'eau car l'affaire est toujours en justice. Ils sont nombreux à vivre cette mésaventure. Abus de confiance. Plus rien ne va entre les différents acteurs. Nous avons beaucoup de dossiers sous la main, soit des dossiers au niveau de la justice qui n'ont pas des propriétaires terriens qui ont eu confiance à des communes où ils ont donné des terres pour des lotissements. Ils n'ont pas été satisfaits. On a plein de dossiers comme ça sous la main. Ou alors des
des usines sont venues pour s'implanter sur les terres et qu'ils se sont entendus avec la commune. Mais après, ils n'ont pas eu gain de cause. Il y a des gens qui devaient même être récompensés ou bien dédommagés en nature, c'est-à-dire en parcelle. Parce qu'ils ont donné leur lopin de terre pour quand même implanter l'usine, mais qui n'ont pas été satisfaits. Les dossiers allaient en justice et peine perdue. Acquéreurs, propriétaires terriens, collectivités et promoteurs immobiliers sont à couteau tiré. Mais la spéculation foncière bat son plein sur le terrain. Au moins 3000 dossiers sont actuellement en cours de traitement, ici à la direction des affaires domaniales et foncières, une structure centrale de la direction générale des impôts. Généralement, le service des impôts intervient lorsque les dossiers qui sont traités au niveau du service foncier rural arrivent à son niveau pour voir s'il n'y a pas chevauchement. Je prends le cas d'un demandeur de terrain d'une terre à vocation rurale qui veut installer par exemple un verger, ainsi de suite. Lorsque le service foncier rural va traiter le dossier, le service va nous envoyer le dossier avec le croquis et le receveur des domaines de la publicité foncière va avec le cadastre voir est-ce qu'il n'y a pas de droits acquis sur le terrain. Et lorsqu'il y a des droits acquis, on va informer le service foncier rural qu'il y a un chevauchement. Et en ce moment, soit vous rectifiez votre croquis que vous avez déjà fait, ou bien vous allez systématiquement laisser tomber votre affaire. Et il faut préciser aussi qu'au niveau rural, vous avez la commission, les services fonciers ruraux. Et lorsque vous devez avoir ce terrain, il faut que les services fonciers ruraux fonctionnent dans cette terre. Sinon, il sera un peu compliqué pour avoir ces titres. Selon la réglementation, pour l'acquisition d'un terrain de 0 à 10 hectares, la cession est libre. De 10 à 50 hectares, il faut nécessairement l'avis du conseil municipal. L'autorisation conjointe de la commission domaniale et le ministère du secteur concerné par le projet en question sont exigées pour la cession d'un terrain de 50 à 100 hectares. Mais pour un domaine de plus de 100 hectares, il faut l'avis du conseil des ministres. Des mesures de prudence certes, mais les textes sont foulés aux pieds. Donc nous avons décidé que tant que c'est ceux qui sont vraiment dans la limite du raisonnable, quand je dis la limite du raisonnable, quelqu'un qui vient qui demande 1 hectare, 2 hectares pour faire un élevage, j'estime que c'est dans la limite du raisonnable. On peut, autant que son dossier est correct et qu'il justifie des moyens pour pouvoir le faire, ça peut amener même à la promotion de certaines cultures, d'un certain développement dans le village. En ce moment, nous, on accepte de signer le dossier pour aussi bien pour celui qui a vendu, et après, on mute au nom de la personne qui est raisonnable et qui a voulu juste un terrain suffisant pour faire le travail nécessaire qu'il doit faire. Mais il y a aussi des gourmands, des gens qui viennent, qui veulent 40 hectares, 50 hectares, 70 hectares. À ces gens-là, nous disons que si on prend tout le Burkina, y compris même les zones non habitables, les zones inondables et autres, et qu'on divise par le nombre de Burkinabés adultes, nous mettons même de côté les non-adultes, ce n'est pas certain que chacun aura 70 hectares à sa disposition. Donc, parlant de ce principe de justice, nous décidons de ne pas signer sur certaines APFR. Le service des impôts est impliqué parce que lorsque vous prenez le cas de Sapoué, vous avez le receveur des domaines de la publicité foncière qui va intervenir. Qui va intervenir pourquoi? Lorsque l'intéressé veut demander le terrain, il va falloir voir s'il y a des droits acquis ou pas. Et c'est en ce moment que nous allons faire un acte de cession amiable de droits fonciers. L'acte de cession amiable de droits fonciers, c'est pour voir est-ce qui donne le terrain, dans quelles conditions vous donnez le terrain pour préserver les droits des héritiers, ainsi de suite. Sinon, vous ne pouvez pas aller dire que, bon, je veux 50 hectares, la mairie vient, le receveur vient et puis vous le faites. Non, vous êtes obligé de faire un acte de cession de droits amiable pour pouvoir acquérir le terrain.
Et c'est une pièce qui sera jointe au niveau du dossier pour la cession provisoire du terrain. La relecture des textes s'impose. C'est du moins l'avis de ceux qui sont en charge des questions foncières et des acteurs du monde rural. Tous ont le regard tourné vers l'exécutif et le Parlement. Je serais même content que ce soit le Parlement qui vienne diagnostiquer de la façon la plus objective possible les problèmes que nous avons à s'appuyer et nous proposer aussi des solutions. Par exemple, si c'est l'Assemblée qui vient dans un rapport et dit que non, il va falloir que le conseil municipal décide de récupérer certaines terres. Pour nous, les gros taux, entre guillemets, qui sont à Ouagadougou, les opérateurs économiques qui viennent ici prendre 50 hectares, 70 hectares au prix paysan, pour nous, c'est plus facile en ce moment. Bon, il n'y a pas de texte qui nous dit de retirer, mais nous, au nom du rapport de l'Assemblée nationale, au nom de la justice, au nom de l'équité et pour au moins refuser une certaine cupidité, nous retirons. Vous avez 50 hectares, vous n'avez rien fait dessus. Ça fait 10 ans que vous n'avez rien fait dessus et que vous empêchez le pauvre paysan de cultiver dessus. Alors on vous donne 5 hectares. Ça ne se discute pas. On retire les 45. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord maintenant, supposons que la loi 034 en ce moment, lui a lieu en ce moment et qu'on dit que la terre appartient à l'État. Nous, on est un démembrement de l'État, on fait valoir nos droits. En disant que même les 5 là même aussi, on ne te donne plus. S'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. C'est tout à fait normal. Mais il faut tenir compte également du contexte. Je pense que le rôle de l'État, c'est de protéger tous les citoyens. Et souvent, on abuse un peu de la naïveté de certains propriétaires terriens qui, effectivement, sont dans le besoin. Mais malheureusement, est-ce que cela répond véritablement à notre politique agricole que nous voulons vraiment pour le pays? Donc je crois que l'État a vraiment son rôle, a un rôle régalien à jouer à ce niveau. Quitte à travailler beaucoup dans la sensibilisation de ces propriétaires terriens et également, comme je l'ai dit, de mettre en place justement un bon cahier de charges. Si vous voulez acheter une exploitation agricole pour produire, il faut qu'effectivement il y ait de la production. Mais s'il n'y a pas de production, que l'État se saisisse et qu'on trouve vraiment des dispositions idoines pour vraiment arrêter vraiment, j'allais dire, cet accaparement sauvage. De la prévention, il en faut, avec de nouvelles réformes pour désamorcer la crise foncière, une crise de trop au pays des hommes intègres. Draman Dadian que nous retrouvons juste après ce grand reportage. Bonsoir Dadian. Bonsoir Ruth. Alors, la question du foncier, question délicate. Est-ce que vous aviez déjà des appréhensions lorsque vous avez choisi en tout cas d'aborder ce thème? Oui, j'ai des appréhensions, on peut bien en avoir, puisque la question de l'accaparement des terres n'est pas si nouveau. On le constate ces 20 dernières années. Et ça se comprend aisément. Le Burkinabé est très attaché à la terre et chacun, que l'on soit en milieu rural ou dans un centre urbain, chacun veut avoir son lopin de terre, quitte à l'utiliser à d'autres fins. Voilà. Mais le problème, c'est la tendance à l'exagération. On occupe beaucoup de terres sans les exploiter. C'est ce qui est inquiétant. D'accord. Alors, on occupe beaucoup de terres sans les exploiter. Est-ce qu'on peut lier également ce phénomène à l'arrivée des agro-businessmen? Parce que vous savez, quand eux aussi viennent, c'est vraiment des grosses portions qu'ils se taillent. Ou bien il faut juste lier ça au fait que ces terres-là restent inexploitées. C'est là le véritable problème. Les agro-businessmen, c'est ce qu'en milieu rural, on a cru. Des gens qui viennent négocier des cinquantaines d'hectares, 100 hectares, soit pour mettre en place un projet d'envergure, construire des écoles, faire des vergers qui va profiter aux villageois. Mais au finish, on prend des terres 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on ne les exploite pas. Les villageois n'ont plus accès à ces terres-là et parfois des terres que l'acquéreur travaille donc à avoir tous les documents. D'accord. Et dans ces circonstances, beaucoup, on l'a vu dans votre reportage, se retrouvent obligés en tout cas de fermer boutique et d'aller voir ailleurs, trouver des solutions ailleurs. Oui, voir ailleurs, on a eu un témoignage très édifiant dans la zone de Sapui,
où vous savez bien, il n'y a plus de terre à s'appuyer, les acquéreurs ont tout pris, de grands acquéreurs. Les jeunes, la jeunesse rurale est obligée aujourd'hui d'aller se chercher ailleurs. Dans le témoignage que nous livre Aruna Tanya, ses deux petits frères étaient obligés, l'un d'aller au Ghana et l'autre en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les terres de leurs parents occupées par un soi-disant gros businessman, ces terres-là sont toujours là, mais inexploitées. Dommage, Tom. Alors voilà, on parle de votre reportage. Dites-nous un peu comment c'était sur le terrain, dans quelles conditions est-ce que vous avez tourné? Est-ce que ça a été facile? On n'a pas eu de difficulté pour tenir ce sujet parce que les villageois en avaient ras-le-bol. Les gens ont besoin de s'exprimer. Mais du coup, c'est une manière de faire le mea culpa. Ils ont donné leur terre par ignorance. Aujourd'hui, ils ont besoin de leur terre, mais ils n'ont plus accès à cette terre-là. Ruth, pour ce reportage, nous avons été dans les cascades, dans les hauts bassins, dans les provinces du Ziro et de la Sicile, mais aussi dans les périphéries de Ouagadougou. C'est presque à Ouagadougou, les périphéries de Ouagadougou, il n'y a plus de terre, tout a été occupé par les promoteurs oubliés. C'est le même constat. Que doit-on faire aujourd'hui pour que chaque Burkinabé puisse avoir un peu accès à la terre? C'est la grande interrogation. D'accord. Alors, Dramanda Dian, qu'est-ce que vous-même, en tant que journaliste professionnel de l'information, vous avez comme un regard par rapport à cette question de l'accaparement des terres? Mon avis peut être personnel. Bien sûr. À qui la terre? C'est l'interrogation qu'il faut se poser. On se rappelle qu'il fut un temps où la terre appartenait aux propriétaires terriens. Après, la terre a été retirée au temps de la Révolution. Et puis, actuellement, la terre appartient aux propriétaires terriens et aux collectivités. Si, à la base, le niveau d'instruction ne permet pas aux gens de prendre conscience de l'importance de la terre, faut-il leur retirer ça ou comment revoir? Je pense que la réflexion se mène déjà. Vous avez eu ces différentes conférences de presse ces 2 temps entre les promoteurs immobiliers et puis le département en charge de l'urbanisme. Peut-être la réforme qui va venir va mieux nous permettre de nous situer. Voilà, une réforme donc qui est annoncée par le ministre en charge donc, du département. Merci Dramanda Dian d'être venu sur ce plateau. Alors on poursuit tout à l'heure avec le spécialiste qui sera sur ce plateau. Et pour parler donc du sujet de l'accaparement des terres, nous recevons à présent Monsieur Ili Kelgengale. Il est juriste en droit public, il est conseiller en études et analyses, chef de service de la législation et de la réglementation à la Direction générale du foncier du ministère de l'Agriculture. Monsieur Ili, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, c'est un phénomène qui inquiète et qui persiste. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? Merci madame. Il faut dire que le phénomène de l'accaparement des terres est un phénomène réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On constate justement qu'il y a de l'accaparement des terres, il y a de l'acquisition de grandes superficies, donc des terres par soit des agro-businessmen, soit des promoteurs immobiliers, soit des personnes qui cherchent juste à thésauriser la terre, à accumuler juste donc la terre. C'est un phénomène réel. Maintenant, comment est-ce qu'on explique cette situation? Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer cette situation. Premièrement, il y a la politique de l'État en matière de promotion de l'agro-business. Certainement, cette politique visait au départ à permettre à des personnes qui ont les moyens de réaliser des investissements dans le milieu agricole pour nous aider à atteindre la sécurité alimentaire et donc combattre l'insécurité alimentaire. Cette situation a été imaginée donc depuis 1999 à travers ce qu'on a appelé le Forum des nouveaux acteurs qui a eu lieu à Bogandé. Donc on a essayé de promouvoir ce qu'on appelle l'agro-business. Et ça a amené les gens à faire des investissements en milieu rural. Et ces investissements devaient être faits à travers, bien entendu, l'acquisition d'abord de la terre et sa mise en valeur. Voilà une première situation. Donc les gens ont acquis la terre et finalement la mise en valeur n'a pas suivi. Ce qui débouche sur l'acquisition de grandes superficies. On a l'impression que c'est des grandes superficies non mises en valeur, disponibles, seulement thésaurisées, alors qu'au départ, l'idée c'était de promouvoir la mise en valeur pour répondre à la question de la sécurité alimentaire. Alors dans cette première situation. La deuxième explication, c'est que par exemple, vous avez l'accaparement des terres liées à la promotion immobilière. Là aussi, c'était une bonne politique que le gouvernement avait imaginée
pour que les promoteurs immobiliers investissent, acquièrent des terres, construisent des logements sociaux, par exemple, pour aider le gouvernement à réaliser ce qu'on appelle le droit au logement. Là aussi, il y a eu une insuffisance, puisque les gens ont acquis les grandes superficies, ont finalement thésaurisé cette terre-là, n'ont pas réalisé des logements sociaux, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des grandes superficies acquises, pas de mise en valeur, donc accaparement de terres. Donc voilà un peu des situations comme ça. Et puis il faut ajouter qu'il y a des personnes qui acquièrent juste, on ne sait pas pour quelle raison, juste pour thésauriser. Ils achètent des grandes superficies, ils estiment peut-être que dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'il n'y aura pas assez de terres, voilà, peut-être que voilà, il y aura des déficits, donc il faut accumuler. Donc c'est la spéculation foncière. Donc ils gardent et puis après ils revendent. Donc voilà un peu quelques raisons qui expliquent l'apparition du phénomène de l'accaparement des terres au Burkina Faso. D'accord. Alors, tel que vous l'expliquez, est-ce qu'il ne faudrait pas également se dire que l'État a accordé certaines facilités, certaines possibilités, sans s'entourer justement de certains garde-fous? Parce que comment ça se fait qu'un agro-businessman puisse acquérir en tout cas de grandes superficies alors que cela est attaché, cette acquisition-là est attachée également à la mise en valeur? Alors, une fois que ce n'est pas fait, qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que l'État pose comme action pour contraindre cette personne à investir ou alors à retirer cette superficie de terre-là? Merci bien. Il faut dire que du point de vue juridique, il y avait eu un ensemble donc, de garanties qui avaient été élaborées et adoptées à l'époque où on avait ouvert le développement de l'agro-business et les investissements dans le milieu agricole. D'abord, il y a eu la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural qui a été adoptée en 2007 et qui visait à permettre à tous les acteurs d'avoir accès à la terre. Ceux qui sont possesseurs fonciers coutumiers, ceux qui sont acquéreurs, ceux qui sont demandeurs, ceux qui cherchent à louer, tout le monde ait accès à la terre de manière sécurisée. Il y a également eu à la suite l'adoption de la loi 034/2009 AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural qui visait également à promouvoir l'accès sécurisé à la terre. Et vous avez la loi portant l'organisation agraire et foncière, toutes ces lois ont été adoptées pour encadrer un peu l'acquisition des terres. Et quand vous prenez la RAF par exemple, il est clairement dit que lorsque vous achetez une terre et que vous n'avez pas mis en valeur cette terre au bout d'un certain moment, lorsque l'État constate que vous n'avez pas mis en valeur cette terre-là, on peut donc vous sommer de la mettre en valeur. Si ce n'est pas mis en valeur, on peut procéder à un retrait. Mais tout cela est encadré juridiquement. Il faut d'abord mettre en place une commission de constat de mise en valeur qui fait l'état des lieux. Et après, si on constate que ce n'est pas mis en valeur, il faut mettre en place une commission de retrait des terres non mises en valeur. Et le plus souvent, ce sont les maires des communes qui sont chargés de mettre en place ces commissions-là pour les terres situées donc au niveau des communes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que justement, tout le monde n'a pas respecté, tout le monde n'a pas pu actionner ces mécanismes juridiques qui étaient prévus. Donc voilà un peu la difficulté qu'on a. L'autre garde-fou, je voudrais évoquer ça rapidement, l'autre garde-fou qui a été donc imaginé, c'était que dans la loi 034/2009 portant régime foncier rural, les acquisitions des terres même étaient contrôlées. J'ai vu que dans votre reportage, vous avez souligné que par exemple, lorsque vous voulez acquérir un espace compris entre 10 à 50 hectares, il faut une autorisation du conseil municipal. C'est le décret numéro 2010-403 qui porte sur les conditions de cession des terres rurales qui définit cela. Et si c'est de 50 hectares jusqu'à 100 hectares, il faut l'autorisation d'au moins 2 ministres. Le ministre en charge de l'activité que vous voulez donc exercer sur le terrain et le ministre en charge des domaines qui est le ministre de l'économie et des finances. Et plus de 100 hectares, il faut l'autorisation du conseil des ministres. Malheureusement, sur le terrain, les gens ont trouvé des astuces pour contourner tout cela et viennent vendre 9 hectares. Après, ils vendent encore 9 hectares. Et finalement, on a 18 hectares, et ainsi de suite, ainsi de suite. On contourne la législation. Deuxièmement, les gens ne vendent pas dans un cadre formalisé. Vous voyez, les gens vendent sans avoir obtenu donc, un titre de sécurisation foncière en milieu rural. Ce qui fait que finalement, la commune même ne suit même pas le mécanisme des ventes. L'État n'arrive pas à contrôler le mécanisme des ventes. Donc, c'est de l'informel. Et vous savez que c'est difficile de saisir l'informel. Justement, voilà est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour sensibiliser ces populations? Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui que, bon, elles ont vendu par ignorance. Elles ne savaient pas qu'un jour elles se retrouveraient dans une certaine insécurité. Et dans cette circonstance-là, est-ce qu'il ne faut pas justement également travailler à s'adresser aux premiers acteurs pour éviter en tout cas certaines erreurs?
Effectivement, il faut dire que peut-être que la sensibilisation n'a pas suffi. Sinon, il y a eu un travail de sensibilisation. Quand les textes sur la sécurisation foncière en milieu rural ont été adoptés, je vous ai parlé du décret de 2007 sur la politique en sécurité foncière en milieu rural, je vous ai parlé de la loi 034, je vous ai parlé de la RAF. Tous ces textes-là ont fait l'objet de communication et de sensibilisation. Au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, aujourd'hui, on a évalué la loi en 2020. Aujourd'hui, on dénombre, par exemple, autour de 170 ateliers qui ont été organisés dans les communes pour expliquer le contenu de la loi, pour expliquer ses innovations et dire en quoi cette loi-là contribuait à préserver d'une manière générale les terres rurales, et sécuriser les investissements en milieu rural et promouvoir même l'agriculture familiale, chère aux autorités burkinabées. Donc voyez-vous, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais certainement ce n'est pas suffisant. Donc les populations, parce que la plupart des sensibilisations ont touché jusqu'aux communes, et quand on dit les communes, ça dit c'est les leaders d'opinion au niveau des communes, de sorte que dans les villages, il n'y a pas eu de restitution. Tout à fait. Donc, s'il fait qu'il y a des gens qui fallait aller sur le terrain, au contact des acteurs. Certainement. Il fallait pas accès aux ateliers. Certainement. Il fallait encore aller jusque dans les villages pour toucher les acteurs. Et peut-être que ce volet n'a pas suffi, n'a pas été suffisamment développé. Donc, de telle sorte que toutes les études, toutes les évaluations de la loi sur le foncier rural, de la RAF, ainsi de suite, montrent que la communication et la sensibilisation sur ces textes-là n'ont pas suffi. Donc il faut toujours continuer. Ok. Voilà. Alors, Monsieur Ili, dans ces conditions, avec tout ce qu'on a évoqué comme raison, est-ce qu'il est encore possible de faire marche arrière? Parce que c'est un véritable problème. Bien sûr qu'il est possible de faire marche arrière et le gouvernement même a engagé, disons qu'on a amorcé, au niveau du gouvernement, je crois que le gouvernement a amorcé la marche arrière. Parce que il y a un projet qui est mis en place au niveau du ministère de l'économie et des finances qu'on appelle le PAR-GFM. Voilà, ce projet-là a engagé des études pour évaluer l'ensemble des lois sur le foncier. Même au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a eu effectivement une évaluation de la loi 034 portant régime foncier rural. Et donc ces évaluations-là ont montré qu'il y a des insuffisances qu'il faut combler. Au ministère de l'Urbanisme, vous vous souvenez, il y a eu un comité interministériel qui a été mis en place pour réfléchir sur des mesures urgentes pour stopper l'accaparement des terres, notamment par les promoteurs immobiliers. C'est ce volet qu'ils ont pris, mais en fait, ça va toucher tous les autres secteurs. Donc, ces mesures-là vont permettre donc de contrôler un peu les accaparements des terres en milieu rural. Même en milieu urbain, on va contrôler un peu les choses. Et la relecture du code, la loi 057-2008 portant en promotion immobilière du Burkina Faso, donc participe de ces mesures-là. Donc la marche arrière est possible. Et mieux, c'est déjà amorcé. C'est déjà amorcé. Donc, voilà. Alors, dans justement la série de corrections qui s'annonce, il y a également une situation qui est dénoncée de part et d'autre. Il s'agit de l'implication des acteurs pour ce qui concerne le problème foncier. Parce que parfois, quand les populations veulent s'adresser à l'administration, on ne sait pas, est-ce qu'il faut aller au niveau de la Direction générale des impôts, est-ce qu'il faut arriver au niveau donc, des collectivités, faut-il aller voir le maire, où est-ce qu'il faut aller au ministère de l'Agriculture? Vraiment, les gens sont un peu perdus. Est-ce qu'à ce niveau-là, on pourra situer clairement la responsabilité de chaque acteur et communiquer justement pour que les populations sachent quoi faire, avec qui le faire et comment le faire? Okay. Merci beaucoup. Je crois que tout cela participe également de l'insuffisance d'informations dans le domaine du foncier. Sinon, les textes définissent les responsabilités, les rôles des uns et des autres, des différents acteurs, des structures publiques, privées même, donc en matière donc, foncière. Vu que le problème se pose tant en milieu urbain que rural, il faut dire qu'au niveau donc, des populations qui sont dans le rural, ce n'est pas toujours aisé. Oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours aisé. Sinon, si vous prenez la loi 034-2009 portant régime foncier rural, c'est clairement dit qu'il y a 3 types de structures qui doivent être mises en place, qui doivent permettre l'application de la loi. La première structure, elle est mise en place au niveau de la commune, ce qu'on appelle le service foncier rural. Dans les communes urbaines, on l'appelle bureau domanial. Et cette structure-là doit permettre de donner l'information exacte
sur le foncier en milieu rural et même d'aider les populations à sécuriser leurs investissements en milieu rural. Première structure. Deuxième structure, vous allez dans les villages, vous avez 2 structures. Les 2 structures, c'est d'abord la commission foncière villageoise, dont la mission est de contribuer à la sécurisation foncière dans le village, donc en milieu rural. Et si vous prenez la deuxième structure dans le village, c'est la commission de conciliation foncière villageoise, la CCFV. Et cette CCFV-là a pour mission de régler tous les conflits liés à la terre en milieu rural. Donc vous voyez que ces 3 structures-là permettent de mettre... Et parmi les 3, il y a 2 qui sont dans les villages. Donc normalement, on devrait avoir l'information exacte. Maintenant, est-ce que l'information est donnée par ces 3 structures-là à qui de droit? Ça, il faut continuer les recherches pour établir la situation exacte et corriger là où il le faut. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans toutes les communes, malheureusement, il n'y a pas ces structures. Il y a des communes où ces structures ne sont pas encore mises en place. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'intervention publique ou privée en termes d'appui financier. Pour mettre en place, il faut dire que ça coûte aussi de l'argent. Il faut trouver des gens, il faut les former. Pour le service foncier rural, il faut recruter des agents formés et puis leur mettre à leur disposition tous les moyens techniques pour pouvoir travailler et assurer les salaires. Donc tout cela demande donc des moyens que certaines communes n'ont pas pu réunir pour l'instant. Mais avec l'appui de l'État, on est en train donc d'appuyer les communes pour arriver à opérationnaliser les textes sur le foncier. Donc si vous prenez par exemple les textes sur le foncier urbain, les structures en charge de l'urbanisme sont là pour donner la bonne information. Voyez? Pour le foncier rural, la porte d'entrée, c'est la commune. Donc c'est la commune qui en fait délivre les actes fonciers ruraux. Donc si les populations veulent s'adresser à une structure, c'est à la commune qu'il faut s'adresser. Maintenant, s'il s'agit des terres urbaines, il y a peut-être là quelques petites choses, parce qu'il y a 2 structures. Il y a d'abord le ministère en charge de l'urbanisme, qui intervient en matière de tout ce qui est urbanisation, mais il y a aussi le ministère en charge de l'économie et des finances. Mais pour la gestion des domaines, c'est clair. La loi dit clairement que c'est le ministère en charge de l'économie et des finances qui gère les domaines, à travers le service qu'on appelle la recette des domaines et de la publicité foncière, RDPF. Donc si on s'adresse à ces structures qui sont logées dans les provinces, on peut trouver l'information exacte. Maintenant, il faut que les 3 structures que j'ai citées là orientent les populations vers les structures étatiques qui peuvent répondre. Et maintenant, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a la Direction générale du foncier, de la formation de l'organisme du monde rural, comme son nom l'indique. C'est cette structure-là qui est chargée de promouvoir la mise en œuvre de la politique foncière en milieu rural, de contribuer à la mise en œuvre donc, de la politique foncière définie par le gouvernement. Donc, mais toutes ces structures publiques, je rappelle, ont des correspondances, ont des connexions, ont des partenariats, travaillent toujours avec les 3 structures que j'ai énumérées dans les communes. Donc normalement, le problème ne devrait pas se poser. Mais bon, cela c'est normalement. Peut-être qu'il y a des difficultés. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Ili, tout à l'heure, vous avez également abordé les prochaines réformes qui sont envisagées au niveau donc, du département ministériel. Est-ce qu'on peut en apprendre davantage? Oui, on peut en apprendre davantage parce qu'en fait, disons que les réformes qui sont envisagées sont parties d'un constat. Quel constat est parti d'une étude réalisée par le gouvernement. On a d'abord constaté, comme vous, que l'accaparement des terres est un phénomène qui menace la paix sociale. On a aussi constaté que la promotion immobilière a dégénéré un peu en promotion foncière, malheureusement. Maintenant, il fallait établir où se trouvait le problème. Il y a d'abord eu une étude, ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place en 2020, qui a fait une étude sur la question des systèmes et des pratiques de promotion immobilière au Burkina Faso. Et qui a établi un rapport qui montre clairement qu'il y a eu des manquements, aussi bien dans les textes que nous avons, que sur le terrain. C'est-à-dire que les promoteurs n'ont pas respecté toujours la législation, mais l'État aussi a failli au niveau de
la législation. Voilà donc les niveaux de responsabilité. Donc il faut s'attendre évidemment à ce qu'il y ait une relecture de plusieurs textes. Évidemment, évidemment. Donc à la suite de cette étude de l'Assemblée là, il y a le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un comité interministériel qui regroupe tous les experts, en tout cas des ministères impliqués dans la mise en œuvre donc des textes sur le foncier. Ce comité interministériel a réfléchi et a produit un rapport dont les recommandations, en tout cas, ont été remises au gouvernement officiellement. Et l'une des recommandations, par exemple, c'est d'adopter des mesures urgentes pour limiter l'accaparement des terres liées à la promotion immobilière. Et c'est dans ce sens que le ministère en charge de l'urbanisme a engagé la réflexion avec les ministères sectoriels concernés pour réviser rapidement la loi 057-2008 du 20 novembre 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Donc cette loi-là avait ouvert une brèche pour que les gens puissent faire la promotion foncière. Or, la promotion foncière, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez un terrain, vous aménagez, faites un lotissement, vous parcellez et vous vendez sans réaliser des constructions. Alors que la loi s'appelle promotion immobilière. Donc l'idée, c'est que le privé puisse aider l'État à réaliser des logements sociaux, évidemment, des logements économiques, et ainsi de suite, pour permettre de répondre aux droits au logement des populations, parce que l'État est responsable de la mise en œuvre de ce droit. Tout à fait. Ouais, parce que c'est lui qui a signé les engagements internationaux. Donc, cette initiative donc, du ministère en charge de l'urbanisme là, a permis d'abord d'élaborer un avant-projet de loi qui est passé au Côte-Val, qui a été validé. Et donc, désormais, la promotion foncière est supprimée. En tout cas, dans le projet, dans l'avant-projet qui existe, l'intention du ministère, du gouvernement, de l'État burkinabé en général, c'est de ne pas permettre donc aux promoteurs privés de réaliser la promotion foncière. Et c'est également de limiter la superficie cessible aux promoteurs immobiliers pour réaliser la promotion immobilière. Donc, parce que c'est uniquement la promotion immobilière qui peut être réalisée. Donc on a toiletté vraiment le texte pour l'extirper, donc, ou disons l'expurger, entre griffes, de toutes les dispositions controversées qui ont permis donc l'accaparement des terres. Et par exemple, on dit que la promotion immobilière ne peut se faire qu'en milieu urbain, uniquement sur des terres aménagées à cet effet par l'État ou par la collectivité territoriale. Donc ce sont des idées comme ça qui sont donc développées au niveau de cette loi-là pour freiner un peu l'accaparement des terres, permettre certainement aux promoteurs immobiliers sérieux, parce que c'est ça aussi, l'idée c'est de crédibiliser aussi le secteur. Également. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que les promoteurs immobiliers sont vus comme des gens sans scrupules, qui accaparent les terres des paysans, qui ne construisent pas de logements, qui vendent des parcelles pour se faire des milliards. On ne voit pas le volet social, parce qu'ils doivent contribuer à la mise en œuvre donc, du droit au logement. Ça c'est un volet social aussi. Et donc cette loi-là va promouvoir suffisamment ce volet social-là aussi. Voilà. Alors on se demande maintenant... et ce qu'il en sera des sociétés qui se sont déjà livrées à la promotion foncière. Oui, là aussi, cette question? Oui, là aussi, dans l'avant-projet de loi, il y a des mesures qui sont envisagées. Par exemple, on dira on a imaginé que, par exemple, les sociétés de promotion immobilière qui ont déjà obtenu une autorisation de lotissement signé par le ministre en charge de l'urbanisme et de la construction et le ministre en charge de l'administration territoriale. Voilà, ces promoteurs-là peuvent continuer leur activité. Voilà, avec un délai quand même de réalisation de leur projet immobilier. Maintenant, les promoteurs qui n'ont pas pu enclencher la procédure, qui ont peut-être négocié les terres avec les paysans uniquement, il n'y a pas eu donc de procédure, il n'y a pas eu de projet validé même au niveau du ministère en charge de l'urbanisme. Bon, ces promoteurs-là, l'État pourra toujours trouver une formule avec ces promoteurs pour résoudre les difficultés qui seront posées. Voilà, mais sinon, on a déjà dit, je crois que c'est ça aussi qui fait la pomme de discorde avec les promoteurs immobiliers. Voilà, l'État veut faire en sorte que la promotion immobilière ne se fasse plus en milieu rural, que ça se fasse uniquement en milieu urbain. Voilà, sur des terres destinées à cet effet, selon les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, qui sont des documents d'urbanisme qui doivent être élaborés au niveau donc, des communes.
D'accord. Donc voilà un peu ce qui est envisagé pour, en tout cas, juguler la question de ceux qui ont déjà acquis des superficies. D'accord. Alors, merci bien, Monsieur Ili. Le débat est passionnant, mais nous sommes pris par le temps. Je rappelle donc, Madame, Monsieur, que nous étions avec Monsieur Ili Kelgengale. Il est juriste de droit public, conseiller en études et analyses, chef de service de la législation et de la réglementation à la Direction générale du foncier du ministère de l'Agriculture. Voilà donc qui referme cette émission 52 sur la RTV consacrée à l'accaparement des terres. Elle se referme. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro. Bonsoir. Sur 48 au départ, 10 restent dans la course pour 5 places au final. Zenira, Opportune, Victoria, Dekoda, Zachary, Thérèse, Julie,